Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. On commence avec la deuxième édition de la conférence sur les mines qui a débuté ce lundi à Goma, au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Le Premier ministre congolais qui a ouvert les travaux a exprimé la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions sociales des populations à travers une bonne gestion des ressources minières. Matata Pognon a également annoncé la révision du code minier et du processus de certification des ressources. Guy Matundu, journaliste de la RTNC, nous fait le point dans cette correspondance. D'abord, il y a eu l'allocution du visité, c'est-à-dire le gouverneur du province, Kivu, la conférence sur son sol et la preuve que la paix est une réalité dans cette province. Julien Paluku se réjouit de constater que Goma fait parler de lui maintenant, non en des termes de violence, mais en termes de perspective pour son rayonnement. Il a émis le vœu de voir le Congolais passer du stade de la contemplation de leurs ressources à celle de leur mise en œuvre. Ensuite, parole, Martin Kabouloulou a fait une évaluation succincte de la première édition avant de noter des progrès considérables dans la mise en œuvre des résolutions issues de la conférence de Lubumbashi, notamment dans la pérennisation de cette conférence. Le patron de mines congolaises a salué la courageuse décision du chef de l'État prise en 2010, celle de suspendre les activités minières dans le Kivu en vue d'atteindre ce secteur. Ensuite, c'était le Premier ministre qui, lui, représentait le chef de l'État, qui a lu le message de celui qui a empêché pour des raisons d'État pour le président de la République. Donc, il faut une évaluation sans complaisance du secteur, car les mines sont inépuisables. Il faut donc diversifier les ressources en vue d'un développement harmonieux. Le chef de l'État, par la bouche du chef du gouvernement, a convié les miniers à être respectueux des engagements sociaux et des normes environnementales. Il a également convié les participants à réfléchir sur la transparence pour une gestion socialement durable des ressources de la RDC. Depuis Goma, Guy Matundu de la RTNC pour Télé 50. Suspendu au processus de Kimberley depuis le mois de mai dernier à la suite de la crise armée qui a secoué leur pays, les autorités centrafricaines mènent des démarches pour leur réintégration. Ainsi, dans la région, la République centrafricaine compte sur le soutien et la coopération de la RDC dans la certification des diamants bruts. Et donc, ce lundi, une délégation centrafricaine a échangé avec les responsables du Centre d'expertise, d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Alain Inomwamba. C'est une délégation de 5 personnes, ici en attente avant d'être reçue par l'un des responsables du centre d'expertise, d'évaluation et certification de substances minérales, précieuses et semi-précieuses. À la tête de la délégation, Maxime Ange Kazagui, secrétaire permanent adjoint du processus de Kimberley en Centrafrique. Ils sont à Kinshasa depuis dimanche pour consulter la République démocratique du Congo dans leur démarche en vue d'une réintégration au processus. Que nous sommes venus acter ou activer, c'est cette coopération sous-régionale, c'est cette communication entre nous, les différents pays membres, et un échange de points de vue et d'idées sur non seulement la levée de la sanction sur la République centrafricaine, mais le renforcement de l'intégrité du système du processus de Kimberley dans toute notre sous-région. D'où cette audience que leur a accordée Pascal Niembo, directeur général adjoint du CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Nous sommes accompagnés, nous le savions déjà, mais cela est confirmé par nos frères et nos collègues de la République démocratique du Congo, du CEC, du ministère des Mines, dans toutes les actions que nous sommes en train d'entreprendre. D'une oreille attentive, le numéro 2 du CEC a promis à ses visiteurs tout le soutien de la République démocratique du Congo, pays frontalier et frère à la République centrafricaine dans leur démarche. Pour rappel, la Centrafrique a été suspendue le 23 mai dernier dans la foulée du renversement en mars de François Bozizé par Michel Djotodia. Ce qui a valu au pays une sanction au processus de Kimberley, qui est un régime international de certification de diamants bruts qui réunit gouvernement et industriels du diamant dans l'objectif d'éviter de négocier sur le marché mondial l'achat de diamants présentés par des mouvements rebelles dans le but de financer leur activité militaire. Direction l'Assemblée nationale, le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2014 a été adopté ce lundi en plénière à la Chambre basse du Parlement congolais. Les élus du peuple ont débuté le travail pour favoriser la production législative pour le bien-être de la population congolaise. Crispin Chibasso.
Après l'ouverture de la session ordinaire de mars, les députés nationaux se sont retrouvés ce lundi dans la salle de congrès du Palais du Peuple à la plénière convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale. 12h30, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, accède dans la salle accompagné des membres du bureau. L'ordre du jour présenté est adopté. Après la lecture de différentes matières par le rapporteur Norbert Ezadri, les amendements ont été faits par quelques députés pour l'amélioration de cet outil de travail. Parmi les matières qui devront être traitées durant cette session de mars figure le projet de loi organique portant programmation de modalités d'installation de nouvelles provinces, désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, examen du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Débutée le 15 mars, cette session ordinaire prendra fin le 15 juin 2014. Parlons santé dans ce journal. Le monde entier célèbre ce lundi la journée de lutte contre la tuberculose. Et le thème retenu cette année est 0 décès dû à la tuberculose chez l'enfant. Et en RDC, une manifestation officielle a été organisée par le Programme national de lutte contre cette maladie au sein de son siège à Kinshasa. C'est sous cet air musical chrétien de l'orchestre Kunda Sisters que s'est déroulée cette grande cérémonie consacrée à la lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo. La veille, le ministre de la Santé publique avait adressé un message officiel dans le souci de conscientiser la population ainsi que les décideurs sur les dangers de cette maladie causant près d'un demi-million de décès par an. Face à cette situation, le président de la République, Joseph Kabila, avait engrangé plusieurs actions d'envergure sur terrain en allouant des fonds additionnels pour l'achat des médicaments et autres appareils modernes. Des grands efforts qui sont vraiment faits ensemble entre le gouvernement et tous les partenaires pour infléchir la situation. Donc c'est la disponibilité des médicaments, la disponibilité de tous les équipements qu'il faut pour les laboratoires, la surveillance, et la mobilisation aussi des populations pour qu'ils fréquentent des structures de santé. 0 décès dû à la tuberculose chez l'enfant, comme l'indique bien ce thème national. C'est même ça le leitmotiv du gouvernement au travers son programme national de lutte contre la tuberculose. Beaucoup de choses ont été faites cette année parce que le gouvernement a pu sortir des fonds de contrepartie et les médicaments seront pris en charge et beaucoup d'autres éléments sont pris en charge pour lutter contre la maladie. À ces jours, parmi les causes qui constituent encore des obstacles à la réalisation des meilleures performances dans cette lutte, figure notamment la non-implication de la communauté et sa faible appropriation des mesures dans l'accompagnement des malades en famille ainsi qu'en communauté. Et la République démocratique du Congo a désormais une haute école pilote en sciences de santé, fruit du partenariat RDC-Japon via la cellule infrastructure et l'agence japonaise de développement. Grâce donc à l'expertise de cette cellule, aujourd'hui, le pays de Joseph Kabila dispose de cette infrastructure hautement équipée. Regardez. Inauguré le samedi dernier, l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences de santé, ex-Institut d'enseignement médical, est le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et japonais, négocié par la cellule infrastructure, dont l'accord de don non remboursable pour matérialiser le projet a été signé le 13 janvier 2011 pour un montant global de 13 972 531 $. C'est un projet extrêmement important que nous suivons au niveau de la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics depuis près de 4 ans. Donc c'est l'aboutissement d'un travail. Nous sommes donc contents et fiers de ce projet qui a été réalisé par la coopération japonaise et la RDC. Cet édifice moderne et bien équipé d'Afrique centrale va faciliter la formation du personnel de santé de niveau A2, la formation continue des enseignants des instituts d'études médicales et des instituts techniques médicaux du pays, ainsi que des professionnels de santé niveau A2. Et ce bâtiment s'est construit pour les jeunes congolaises pour contribuer au développement du secteur de la santé et le renforcement de la capacité du personnel du secteur de la santé. C'est très important. Dans sa nouvelle fonctionnalité, cette école pilote possède un internat moderne d'une capacité de 120 élèves sur un effectif global de 360 élèves.
5 filières de formation sont prévues au programme: infirmiers, accoucheuses, assistants en pharmacie, techniciens de laboratoire et techniciens d'assainissement. Vous le savez, le président de la République a inauguré également samedi dernier l'hôpital du cinquantenaire. Joseph Kabila souhaite d'abord que toutes les couches de la population puissent visiter cette belle œuvre. Voilà l'objectif des journées portes ouvertes qui ont débuté ce lundi et qui vont s'étendre jusqu'au 2 avril. Avant l'accueil de ses premiers malades, l'hôpital du cinquantenaire est en mode journée portes ouvertes. Ici, le coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité et les membres du cabinet du ministre de la Santé qui co-organisent ces journées mettent en œuvre les derniers réglages. Il faut faire vite, les premiers curieux arrivent bientôt. Ce sont les membres du cabinet et le secrétariat général à la santé. C'est ça ce que nous avons. Et c'est par les urgences que tout débute. La nouveauté dans ces compartiments, c'est notamment cet appareil dédié à la compression automatique de l'oxygène pour les massages cardiaques. La visite se poursuit à l'imagerie des os, équipée d'un densitomètre osseuse. Le dispositif permet le diagnostic de maladies rares comme l'ostéoporose. L'autre attraction de ce gigantesque complexe, c'est ce scanner 64 barrettes. L'engin peut réaliser 64 coups par minute. Une fluoroscopie numérique du tube digestif est aussi possible grâce à cet appareil. La salle IRM, consacrée à l'analyse détaillée des tissus mous et même de la colonne vertébrale, a elle aussi été visitée avant cette machine. La chambre oxygène hyperbare, l'unique en Afrique, elle est réservée au traitement des intoxications graves, comme les intoxications au monoxyde de carbone. Autre lieu visité, la salle de dialyse munie de son propre purificateur d'eau, le bloc chirurgical avec ses 5 salles d'opération, la salle postpartum pour la prise en charge immédiate après l'accouchement pour réduire les complications liées à l'accouchement. Toujours à la maternité, la salle de travail avec son cardiotopographe pour le monitoring des contractions utérines et le battement du cœur fœtal. C'est dans cet immense laboratoire que se termine la visite qui aura duré près d'1 heure. Pendant 10 jours, toutes les couches de la population pourront ainsi visiter cette formation médicale qui accueille officiellement ses premiers malades le 4 avril prochain. Un invité dans ce journal pour faire le point sur ces journées portes ouvertes, Jean-Marie Kassimba, il est le coordonnateur de la cellule de visibilité de la révolution de la modernité. Bienvenue. Bonsoir. Alors pourquoi avoir opté pour les journées portes ouvertes? D'abord parce que le chef de l'État qui a offert cet hôpital à la population congolaise souhaite que cet hôpital soit approprié, que la population congolaise s'approprie leurs équipements, leurs lieux de soins, parce que c'est pour eux qu'il a conçu cet hôpital. Alors, est-ce que toutes les couches sociales se feront représenter? Absolument. Nous avons organisé avec le ministère de la Santé pendant 10 jours des visites qui vont pouvoir toucher quasiment tous les tissus de notre population. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu d'abord le cabinet du ministre lui-même, parce que, bon, avant d'expliquer aux autres, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, quel est l'état de cet hôpital. Ensuite, de demain, il va y avoir 3 groupes par jour. Ça commence de 9h jusqu'à 15h. Donc, nous aurons, avec les médias partenaires, la RTNC, à diffuser le programme de passage des groupes. Ça sera par groupe de 50 personnes qui vont passer toutes les heures pour visiter cet hôpital en posant des questions, en touchant même les équipements, en voyant de près comment ça va se passer. Et alors à quand justement les débuts des consultations? C'est dès le 4, comme il a été dit, parce que tout le personnel est déjà formé, recruté, formé, ils sont en place, les équipements sont en place. Mais avant qu'on commence le premier soin, il faut que la population s'approprie l'endroit, qu'il y ait une espèce de dépaysement quand même, parce que c'est assez sophistiqué, c'est grand, c'est très grand. Et puis, voilà, que la population voie leur outil, c'est leur hôpital. Voilà, l'hôpital qui est populaire. Il faut se rappeler que la consultation, c'est 25 000 francs. Donc, c'est à la portée, de toute la population congolaise. Merci Jean-Marie Kassimba pour toutes ces précisions. Merci. Dans l'actualité internationale, plus de 15 jours après sa mystérieuse disparition, c'est finalement ce lundi que le Premier ministre malaisien a officialisé le crash du vol